Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le groupe Attijari Wafa Bank et l'agence marocaine de coopération internationale signent une convention. Objectif, structurer leur action commune autour de l'amélioration des capacités des jeunes Africains. La Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola après l'apparition ces dernières semaines dans le sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels. Le pays vient d'annoncer une campagne de vaccination dans le but de contrecarrer la propagation du virus. Et puis, retour en fin d'édition sur les rencontres ayant opposé la Tunisie à la Namibie et le Burkina Faso à la Centrafrique dans le cadre de la CAN des U20 qui se joue actuellement en Mauritanie. Mais tout d'abord, au Sénégal, les députés Moustapha Guirassi et Cheikh Bamba Diaye ont démissionné de la commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. C'est à travers une lettre commune que les deux députés ont présenté leur démission au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ce dimanche 21 février. Accusé de viol répétitif avec menace par une employée d'un salon de beauté, Ousmane Sonko, président du Parti des Patriotes, avait refusé de se rendre lundi 8 février à la convocation de la gendarmerie, invoquant son immunité parlementaire. Mais la procédure pour la levée est désormais bien enclenchée. Il a d'ailleurs annoncé qu'il ne se rendra pas à la convocation de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur la levée ou non de son immunité ce lundi 22 février. Le groupe Attijari Wafa Bank et l'agence marocaine de coopération internationale s'associent pour promouvoir l'excellence à l'échelle du continent. Les deux entités ont récemment signé une convention de partenariat destinée à contribuer à l'essor du continent à travers des actions structurantes orientées vers le développement des compétences des jeunes. Initiative qui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre des grands axes du Maroc qui considèrent la jeunesse africaine comme une richesse continentale. Plus de détails avec Ameneji. Premier partenariat entre l'agence marocaine de coopération internationale AMCI et le groupe Attijari Wafa Bank. Signé le 18 février 2021, cette convention consiste en la mise en œuvre d'un programme à long terme de développement de l'insertion professionnelle des jeunes étudiants étrangers, boursiers de l'agence à travers des recrutements réalisés au sein du groupe bancaire au Maroc. Sur une durée de 12 à 36 mois, il permettra aux recrues de rejoindre les différentes filiales présentes en Afrique. Les études que l'on donne aux étudiants sont des études extrêmement théoriques et ils ont besoin de pouvoir se confronter à la vie professionnelle pour être au moment de leur première embauche des gens qui sont déjà opérationnels. Et plus on leur offrira des possibilités de stage, plus cette opérationnalité-là sera effective, sera intéressante pour leur carrière professionnelle. En plus, avoir la possibilité de mener des stages dans les pays étrangers, ça ouvre l'esprit parce que généralement nos étudiants africains pour la plupart sont restés dans leur pays, connaissent très bien leur pays, mais ils connaissent pas le monde. Ceux qui connaissent du monde, c'est ce qu'ils voient à travers les réseaux sociaux et à travers la télévision, ce qui est loin de décrire la réalité. Le partenariat prévoit également l'accueil en stage des étudiants étrangers boursiers de l'agence marocaine de coopération internationale au sein du groupe Attijari Wafa Bank au Maroc, le développement de synergies autour de la plateforme Morocco Alumni lancée en décembre 2019 par la MCI, ainsi que la création d'une dynamique intellectuelle auprès des étudiants avec l'organisation de plusieurs activités à l'échelle continentale. Maintenant, ce genre de programme-là ne va pas lutter efficacement contre la fuite des cerveaux, peut même à la limite être même une source de fuite des cerveaux parce que lorsque vous allez dans un pays comme le Maroc et que vous impressionnez positivement l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage, rien n'empêche celle-ci de vous proposer de rester au Maroc et donc cela n'empêchera pas la fuite des cerveaux. Ce qui peut empêcher la fuite des cerveaux, c'est que justement ces cerveaux trouvent dans leur pays d'origine des conditions intéressantes. L'initiative permettra aux deux partenaires de créer une dynamique positive autour de la montée en compétences des jeunes et le développement de leurs aptitudes professionnelles. Notons que 12 000 étudiants d'Afrique subsaharienne étudient déjà au Maroc avec une bourse de l'agence marocaine de coopération internationale.
Les prix des biens industriels produits au Cameroun en légère hausse au troisième trimestre de 2020. C'est ce qui ressort du rapport sur l'indice des prix de la production industrielle récemment publié par l'Institut national de la statistique. Ce document décrit l'évolution globale des prix en mettant en exergue les branches d'activité qui y ont contribué de manière significative. L'activité industrielle a enregistré une très légère hausse de prix de 0,7% sur cette période par rapport au deuxième trimestre de 2020. L'industrie du meuble a notamment enregistré une hausse de 4,3%. Celle du bois et des produits du bois était en progression de 3% et l'industrie minière de 1,7%. Direction le Gabon voisin, dont l'économie n'a pas été épargnée par la crise sanitaire, avec plus de 12 000 emplois supprimés en 2020. Le secteur pétrolier, qui représente plus de 80% des revenus, est durement touché. Résultat, la chute du taux de croissance, qui est passé de près de 5% en 2019 à 1,5% en 2020. Lorita Simbo. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a affecté l'économie gabonaise avec plus de 12 000 emplois supprimés en 2020, selon Madeleine Baird, ministre de l'Emploi. Le secteur pétrolier, qui représente plus de 80% des revenus du pays, est durement touché, ce qui a pour conséquence la chute du taux de croissance qui est passé de près de 5% en 2019 à 1,5% en 2020. En termes de chiffres d'emplois perdus sur l'année 2020 sur les entreprises formelles, c'est-à-dire celles qui sont déclarées et qui ont introduit des dossiers de demande d'autorisation de licenciement, nous avons atteint un chiffre supérieur à 12 000 emplois sur la base des remontées qui nous ont été faites par les directions provinciales. L'économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole qui représente 39% du produit intérieur brut, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d'exportation. Ainsi, compte tenu de la pandémie du Covid-19, plusieurs opérations de forage n'ont pas été lancées et tous les contrats qui gravitent autour de cette activité, qui requiert une grande main de tout métier, étaient en situation de suspension. Le ministre de l'Emploi parle de 12 000 licenciements en 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'économie sans santé, il n'y a pas de santé sans économie. Toutes ces personnes auxquelles on empêche d'exercer leurs activités de subsistance, que va-t-il advenir d'elles? Pour ce qui est de la relance économique, il est difficile de l'envisager en ce moment parce que l'économie, c'est la transaction. Et malheureusement, nous n'avons pas une structure économique qui permette de réaliser des transactions sans contact humain. Alors que toutes les mesures prises vont dans le sens de limiter les contacts. Il conviendrait pour ma part de savoir concilier les impératifs économiques aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Notons que le gouvernement gabonais a adopté les plans d'urgence, notamment dans le secteur de l'eau, de l'énergie et de la santé, susceptibles de générer des emplois captés par les jeunes gabonais, sans oublier la digitalisation qui pourrait apporter de la valeur ajoutée dans certains secteurs de production. Également dans l'actualité, les paramédicaux de retour au travail à Madagascar. Après une semaine de grève suivie d'une semaine de trêve syndicale, les paramédicaux vont reprendre le travail ce lundi 22 février. Cette décision fait suite à une rencontre du syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar avec des représentants de la présidence de la République. Le syndicat a obtenu gain de cause concernant ses principales revendications. Le ministère de la Santé publique a notamment annoncé la régularisation des indemnités d'éloignement spécial, le paiement de motivation de 97 200 arrières aux paramédicaux, ainsi que la mise en place d'une commission interministérielle. Afin de rapidement contrôler la propagation du virus Ebola, les autorités guinéennes annoncent une campagne de vaccination. Cette campagne ciblera principalement les zones les plus affectées par le virus lors de son apparition, comme Gouéké ou encore Conakry. Marie-Raphaël Antolo. Suite à la résurgence de la pandémie Ebola en Guinée, les autorités sanitaires annoncent une campagne de vaccination contre le virus. D'après les explications du docteur Mohamed Lamine Yansane, conseiller du ministre guinéen de la Santé, les vaccinations débuteront dès la réception des vaccins dans les premières doses au nombre de 11 000. Pour ce faire, 30 experts en vaccination ont déjà été mobilisés sur place et sont prêts à être déployés dès que les vaccins seront disponibles.
La campagne de vaccination est la meilleure réponse à l'épidémie parce qu'elle permettra d'une part de sécuriser déjà les membres des familles des cas déclarés si on constate que ces membres de famille ne sont pas encore atteints. Donc ils seront immunisés et l'État pourra également immuniser l'ensemble des citoyens, ce qui fait que les personnes encore porteuses du virus d'Ebola seront mieux prises en charge et le virus sera isolé seulement au niveau des cas déjà connus. D'autres pays, à l'instar du Libéria, ont été placés sous état d'alerte, mais pour l'instant, seule la République démocratique du Congo a également enregistré des cas confirmés. En RDC, comme en Guinée, la campagne de vaccination concerne en premier les familles des cas suspects ou confirmés ainsi que le personnel soignant. Au-delà de la campagne de vaccination, il faut un peu plus de prudence, il faut un peu plus de discipline au sein de la population. Il faut déjà que l'État continue le dépistage. Parce que vous imaginez, dans des cas pareils, si on se retrouve avec des personnes déjà atteintes mais qui ne manifestent pas encore la maladie et qu'on les vaccine juste, on n'aura pas résolu le problème. Donc il faut continuer le dépistage auprès des populations qui ne sont pas loin des zones des zones dans lesquelles on a des cas confirmés. Rappelons que la première alerte sur la résurgence de la maladie a été donnée par une infirmière en janvier 2021. Et depuis cette date, 250 cas positifs ont été enregistrés et pris en charge, dont 218 en Zéry-Corée et 32 à Conakry. Selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sakoba Keita. Néanmoins, les autorités sanitaires précisent que des dispositions supplémentaires sont en train d'être prises pour que ces vaccins arrivent en Zéry-Corée dès le 23 février 2021. Découverte à présent du premier ouvrage de l'écrivain sénégalais Moustapha Thiam. Le livre intitulé L'adversité, mon allié a été publié le 23 janvier. Dans cette autobiographie, Moustapha Thiam revient sur des anecdotes, des souvenirs et des enseignements qui lui ont été transmis par son père. On l'écoute. L'adversité, mon allié, c'est un ouvrage qui retrace tout mon parcours, tout mon vécu, toute mon expérience depuis le village où j'ai fait toute mon enfance en faisant 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école, dans des conditions très difficiles, jusqu'à venir à Paris, construire ma société. Et voilà, c'est un livre qui retrace tout le parcours de mon histoire. Et qui évoque beaucoup de sujets sur l'Afrique, mais un livre de développement personnel qui montre à cette jeunesse comment entreprendre et comment se construire pour retrouver son chemin de vie. C'est un ouvrage qui retrace le parcours qu'un jeune doit prendre depuis son enfance jusqu'à sa réussite professionnelle et personnelle. C'était pas un chemin très facile, mais je me suis battu, j'ai confronté l'adversité, j'ai titillé l'adversité, j'ai provoqué l'adversité jusqu'à ce qu'elle devienne, bien sûr, mon allié. À travers cet ouvrage, j'ai écrit 5 règles d'or pour se construire et comment entreprendre pour réussir tout ce qu'on veut, bien sûr, réaliser dans ce bas monde, parce que j'ai défini la vie comme étant un champ de bataille et il faut prendre l'adversité comme vecteur de progression professionnelle. Encore une fois, l'adversité, mon allié, un ouvrage qui s'adresse à toute personne qui se cherche, toute personne qui veut construire sa propre vie et apporter quelque chose, parce que pour moi, vivre c'est impacter, vivre c'est faire quelque chose, et il faut le temps que cette jeunesse prenne son destin en main et bien sûr impacter pour la vie et pour changer les choses. Dans l'actualité sportive, les équipes du Burkina Faso et de la Tunisie ont pris une sérieuse option sur la qualification dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ce 18 février à Nouakchott. Les Tunisiens ont battu les Namibiens à 2-0, tandis que les Burkinabés ont dominé les Centrafricains sur un score final de 3-1. Les temps forts de ces rencontres avec Joël Maribalo.
Les matchs du groupe C comptant pour la deuxième journée de la CAN U20 2021 opposaient la Tanzanie à la Gambie et le Ghana face au Maroc. En effet, les deux rencontres se sont soldées par 2 nuls. Des résultats qui ont permis au Ghana et également au Maroc de prendre la tête de la poule C avec tous les deux 4 points. La poule C, c'est la poule où aucune équipe n'est éliminée, aucune équipe n'est qualifiée encore. Il faut attendre la dernière journée, le nul, pour savoir qui va être éliminé et qui va être qualifié. Pour se qualifier en quart de finale, il faut faire partie des 2 premiers ou faire partie des 2 meilleurs troisièmes des 3 poules. Le vainqueur de la rencontre Maroc contre Ghana pouvait valider son ticket pour les quarts de finale. Mais les deux équipes se sont quittées sur le score de parité 0-0. Dans l'autre rencontre qui s'est jouée dans l'après-midi, dans le même stade municipal de Nadibou, la Gambie rate de peu la victoire devant la Tanzanie. Après avoir dominé la rencontre de bout en bout et ouvert le score à la 37e minute, les poulains de Matar Bodj se font rejoindre à la 88e minute par leur homologue tanzanien. Score final 1-1. Rien n'est sûr dans ce groupe-là. Tout le monde peut se qualifier, comme tout le monde peut être éliminé. Même le Ghana qui a gagné 4-0 peut se retrouver en dehors de la qualification. Donc rien n'est encore sûr. Même si c'est le Ghana qui tient la bonne route. Parce que le Ghana et le Maroc, ils peuvent se suffire d'un match nul pour se qualifier en quart de finale. Or, pour la Gambie et la Tanzanie, il faut forcément gagner et sortir la calculette. C'est-à-dire, il faut gagner d'abord et largement s'il le faut. Ensuite, attendre ce qui va se passer pour avoir une idée sur son futur dans cette compétition. Alors que la Gambie et la Tanzanie ont marqué leur premier point en se neutralisant, tout se jouera lors de la dernière journée de cette poule avec Ghana, Gambie et Tanzanie-Maroc. Pour toutes les équipes de la poule C, une qualification est encore possible. Avec 4 unités au compteur, le Maroc et le Ghana sont bien positionnés pour une qualification au quart de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.